Maintenant que nous avons vu et partiellement implémenté les différentes manières de stocker nos informations en séquence en mémoire, tableau, liste chaînée, deck, il est temps de voir ce que la STL propose en C++ pour ce faire. Alors, la STL classifie ce type de conteneur de sequence containers et elle en fournit 5. Array, vector, forward list, list et deck, qui correspondent respectivement à un tableau de taille fixe, un tableau de capacité variable, une liste simplement chaînée, une liste doublement chaînée, et enfin une double-ended queue mise en œuvre sous la forme d'un tableau de tableaux. Nous allons passer en revue ces 5 conteneurs en nous intéressant à chaque fois à quelles fonctionnalités sont fournies pour manipuler nos données et à la complexité de ces différentes opérations. Le plus simple de ces conteneurs, c'est le tableau de taille fixe, standard array, dont type et taille sont spécifiés via des paramètres génériques. Donc le premier paramètre, c'est un type, le type des éléments qu'on va stocker. Le deuxième, c'est un entier, positif, qui dit combien on va en stocker. Alors cet entier positif n, il doit être connu à la compilation, donc il doit être constant à la compilation, ce qui évidemment est une forte limitation. Euh, L'autre effet, c'est qu'un standard array, il est entièrement alloué automatiquement, c'est-à-dire il est alloué dans la partie de la mémoire qu'on appelle la stack, et pas dynamiquement dans la partie de la mémoire qu'on appelle la heap. Et donc ça peut être limitatif pour de très grands tableaux, c'est sans doute une mauvaise idée d'utiliser un array. Si on regarde dans le code, on voit ça directement, si vous allouez un tableau de 100 entiers, eh bien, si on affiche la taille de ce tableau T, eh bien, il nous affiche 400 parce qu'on a 100 fois 4 bytes stockés pour utiliser des entiers. On a deux interfaces possibles pour accéder aux éléments. L'interface de la première boucle qui utilise un entier non signé pour accéder avec la méthode at. On a aussi accès via les crochets euh, de l'opérateur de crochet. Et l'alternative, c'est d'utiliser les itérateurs qui seront communs pour tous les conteneurs de la STL, avec begin et end, et le déréférencement avec l'étoile et le plus plus pour passer à l'élément suivant. Ces itérateurs fournissent aussi également l'opérateur crochet si nécessaire. Si on regarde les méthodes qui sont offertes par Standard Array, eh bien on a size et max size qui renvoient toutes les deux la valeur de n. Empty qui est disponible mais qui en général ne sert à rien puisque c'est une constante qui nous dit est-ce que la valeur n est nulle ou pas. Elle est là simplement par cohérence par rapport au reste de la STL. On a donc l'accès indexé qui se fait soit avec l'opérateur de crochet, soit avec at. La différence étant que si on utilise at, le paramètre qui est reçu est vérifié. On vérifie s'il est valide, c'est-à-dire s'il est strictement plus petit que n. Et sinon, cela lève une exception. On peut accéder au premier et dernier élément avec front et back. Et enfin, on a à disposition des opérateurs d'inégalité ou de comparaison. Il est donc possible de comparer en une fois tous les éléments d'un tableau. Et la comparaison se fera de manière lexicographique, donc du premier élément au dernier. Et dès qu'on a une différence entre les éléments équivalents du tableau, eh bien, ça nous dit si c'est égal, différent, plus petit ou plus grand, etc. Ces standards d'array nous fournissent des itérateurs. Alors ces itérateurs, en fait, on a vu qu'il y avait plusieurs manières de faire des itérateurs, mais ils doivent stocker un élément qui leur dit où ils sont dans le tableau. Et ici, en l'occurrence, ils stockent l'adresse de l'élément sur lequel ils sont en train d'itérer. Standard Array fournit 4 manières de parcourir l'array. De begin à end, qui itère par indice croissant. De cbegin à cend, qui fait la même chose mais seulement en lecture, donc on reçoit un itérateur constant. Et puis les deux itérateurs qui parcourent par indice décroissant, de rbegin à rend et de ce rbegin à crend. Alors ce sont ce qu'on appelle des random access itérateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous recevez un itérateur sur un standard array, toutes les expressions à gauche sont définies. Alors ce sont toutes les expressions possibles sur un itérateur. Le random access itérateur, c'est le cas le plus général. Donc c'est celui qui définit toutes les opérations disponibles.
Donc essentiellement, ces itérateurs, on peut les copier, on peut les comparer. Euh, on peut les comparer soit en égalité, soit en inégalité. On peut les déréférencer à gauche ou à droite. Donc à gauche ou à gauche, ça veut dire, pardon, à droite, ça veut dire accéder à la valeur, et à gauche, ça veut dire écrire dedans. On peut les incrémenter, les décrémenter pour passer aux éléments précédents ou suivants. On peut y ajouter n ou retirer n pour se déplacer en une seule fois de plusieurs positions. Et enfin, on peut accéder avec l'opérateur crochet. Donc on peut décaler et déréférencer en une fois. Le conteneur suivant qui nous intéresse, c'est Standard Vector, donc un tableau de taille et capacité variable. On spécifie le type des éléments via le paramètre générique. Et puis, la mémoire, comme on a un tableau de capacité variable, elle doit être allouée dynamiquement. Et donc, elle sera allouée dans la heap memory et pas dans la stack memory. La conséquence de cela, c'est que si nous regardons le code à droite, où nous créons un vecteur de 1000 entiers, eh bien, contrairement à ce qui se passait avec un array, si on demande la taille de ce vecteur, il ne va pas nous répondre 4000, qui serait la taille nécessaire pour stocker 4000 entiers, et qui est la taille utilisée en heap memory pour stocker 4000 entiers. Mais il nous renvoie simplement 24, ce qui correspond à l'emplacement nécessaire pour stocker 3 pointeurs, ce qui correspond essentiellement à un pointeur vers le début des données, suivi de 2 fois l'information nécessaire pour stocker la taille et la capacité, comme nous l'avions vu pour un tableau de taille et capacité variable. Standard Vector nous offre les mêmes méthodes que Standard Array, mais y ajoute toutes les facilités pour pouvoir insérer et supprimer des éléments. Donc pushback et popback font l'insertion et suppression en fin. Insert et erase permettent d'insérer et supprimer à une position donnée. Alors la position elle sera donnée par un itérateur en général. Éventuellement, on peut supprimer toute une plage d'éléments en fournissant 2 itérateurs. Mplaceback et mplace font la même chose que pushback et insert, mais en construisant les éléments directement à la bonne place plutôt que de les copier. Donc elle reçoit en paramètre tout ce qui est nécessaire pour construire les éléments plutôt que l'élément déjà construit. Et puis clear permet de vider le vecteur. Il y a bien d'autres méthodes qui gèrent la taille et la capacité. Donc taille nous renvoie simplement le nombre d'éléments stockés, empty s'il est vide. Capacity nous donne l'information de quelle est la capacité actuellement allouée. Alors ça va éventuellement être géré par le système et pas par nous. Différentes versions de la STL ne vont pas nécessairement utiliser la même capacité pour le même code qui s'exécute quand il doit modifier automatiquement la capacité pour insérer de nouveaux éléments. Resize vous permet de changer la taille en spécifiant éventuellement quels éléments sont ajoutés pour les emplacements supplémentaires. Reserve vous permet de spécifier la capacité avant de remplir avec pushback ou avec insert. Et shrink to fit vous permet de diminuer la capacité si nécessaire jusqu'à ce qu'elle ait égal la taille, mais le standard n'oblige pas la STL à forcément obéir quand vous lui demandez un shrink to fit. Donc il est tout à fait légal de mettre en œuvre une STL où shrink to fit ne fait rien. De manière générale, ce qui vous est toujours garanti, c'est que toutes les opérations qui ajoutent, suppriment ou modifient des éléments fonctionnent. Par contre, tout ce qui est gestion de la capacité, vous n'avez qu'un contrôle partiel dessus. Standard Vector propose des itérateurs très semblables à ceux de Standard Array. Donc ce sont des random access itérateurs. Vous pouvez vous pouvez parcourir dans le sens que vous voulez. Vous pouvez accéder via des indices, etc. De nouveau, la position de l'itérateur dans le tableau est stockée via l'adresse mémoire de l'élément itéré. Alors, il y a quand même une vraie différence avec Standard Array, c'est que les itérateurs sur un vecteur, ils peuvent être invalidés. Et assez souvent, vous verrez apparaître ça dans la documentation de la STL.
Euh, Vous verrez, attention, cette opération peut invalider des itérateurs. Alors, pour illustrer le fait qu'on peut invalider des itérateurs, regardons les deux codes à gauche. Alors, ces deux codes font essentiellement la même chose. Ils parcourent le tableau et quand ils rencontrent un élément pair, ils insèrent à son emplacement la valeur 42. Mais le code du dessus, donc le code de F1, fonctionnera toujours parce qu'il utilise, pour parcourir le tableau, des indices i allant de 0 à vsize. Alors vsize va changer en cours de parcours. Il va augmenter à chaque fois que vous allez insérer un élément 42, eh bien il va augmenter, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir aller jusqu'au bout sans problème. Par contre, F2 ne marche pas. Enfin, il ne marche pas nécessairement. Ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Eh bien, ça va dépendre du fait que est-ce qu'un des inserts va dépasser la capacité actuelle, auquel cas il y aurait réallocation. S'il y a réallocation, le vecteur n'utilise plus les mêmes emplacements mémoire que précédemment pour stocker ces éléments. Et comme c'est justement ces adresses mémoire qui sont utilisées par les itérateurs pour savoir où ils sont dans le tableau, après une réallocation, les itérateurs ne seront plus valides. Ils pointeront vers des emplacements mémoire qui ne correspondent plus aux éléments sur lesquels vous êtes en train d'itérer. Et donc, les opérations d'insertion, insert et pushback, mplaceback, mplace, ainsi que shrink to fit, bref, toutes les opérations qui sont susceptibles d'entraîner une réallocation de mémoire sont susceptibles également d'invalider les itérateurs. Et ça marchera parfois pas. Ça va dépendre de est-ce que dans toutes les insertions que vous faites, il y a un moment où vous dépassez la capacité ou pas. Donc c'est quelque chose qui risque d'être très difficile à débugger pour vous. Donc n'utilisez pas d'itérateur si vous êtes en train d'insérer des éléments. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. En termes de complexité, c'est un tableau, donc l'accès aléatoire en temps constant. Les opérations en fin sont essentiellement en temps constant, alors la suppression toujours, l'insertion seulement en moyenne, puisque de temps en temps on aura une relocation qui elle est chère, et s'il y a la relocation, on doit copier tout le tableau, donc on aura une complexité en O de n pour un tableau de n éléments. Mais c'est suffisamment rare pour que, en termes de complexité moyenne, ce ne soit pas pénalisant, et donc l'insertion en fin en moyenne, elle est en temps constant. Par contre, comme tous les tableaux, l'insertion ou la suppression dans une autre position que la fin pose problème. Et donc si vous insérez en position i, eh bien, vous devrez décaler tous les éléments qui sont à droite de cette position i, et ça aura une complexité linéaire en n-i pour un tableau de n éléments. Le troisième conteneur qui nous intéresse, c'est standard list. Standard list, comme son nom ne l'indique pas, c'est une liste doublement enchaînée. Ce qui veut dire qu'on peut la parcourir dans un sens ou dans l'autre. Elle maintient également un attribut taille qui permet que la fonction size nous renvoie la taille avec une complexité constante. Sinon, de manière générale, pour une liste doublement enchaînée ou simplement enchaînée, pour savoir sa taille, il faudrait parcourir toute la liste. Ce qui veut dire qu'on aura 3 valeurs stockées pour une standard list, un pointeur vers le premier élément, un pointeur vers le dernier élément, et puis la taille, donc le nombre d'éléments stockés. Par contre, évidemment, comme toutes les listes, elles n'offrent pas d'accès aléatoire, et donc on a un certain nombre d'expressions qui sont non disponibles par rapport à standard vector, l'opérateur crochet, la fonction at, et puis le fait d'ajouter ou de retirer un entier sur les itérateurs. Nos itérateurs ne seront pas random access, et les conséquences de cela aussi, c'est qu'on n'a pas de comparaison entre les itérateurs. On aura juste l'égalité ou l'inégalité, mais on n'aura pas plus grand ou plus petit sur les itérateurs. Les méthodes qui sont fournies par standard list, alors on peut insérer ou supprimer en fin ou au début, donc avec pushback, popback ou pushFront, popFront. On peut aussi insérer ou supprimer à une position donnée, et cette position elle doit être donnée par un itérateur. Donc si on itère sur un des éléments, eh bien on peut insérer à sa place, c'est-à-dire essentiellement devant lui dans la liste chaînée.
On a évidemment aussi accès à cela avec un mplace qui nous permet de construire directement l'élément à l'emplacement dans le maillon plutôt que de le copier. Par ailleurs, StandardsList fournit un certain nombre de méthodes qui lui sont tout à fait spécifiques. D'abord la fonction splice, donc l'opération d'épissure qu'on a vue il y a 2 vidéos. Elle est disponible explicitement sur StandardsList. Alors vous pouvez splicer à l'intérieur d'une liste, tout comme vous pouvez splicer d'une liste à l'autre. Quand vous splicez d'une liste à l'autre, il faudra fournir plus que simplement les itérateurs, vous devrez aussi fournir la liste elle-même, essentiellement parce que il faut pouvoir mettre à jour la taille de la liste, donc le nombre d'éléments qu'elle stocke, et quand vous déplacez certains éléments, il va falloir modifier cela. Donc il faut pouvoir modifier la liste d'où vous splicez aussi. Vous avez une fonction de tri qui est disponible. Vous ne pouvez pas utiliser standard sort et standard stable sort puisqu'ils ne fonctionnent pas sur les listes. Par contre, vous avez une fonction sort qui trie et elle utilise un trifusion parce que le trifusion est extrêmement efficace sur les listes grâce à l'opération de splice. Et donc, c'est un tri stable qu'on a toujours sur les listes. Comme on a une trifusion, on a aussi une fonction merge qui vous permet de fusionner 2 listes et donc fusionner 2 listes triées pour en faire une liste triée. Enfin, on a un certain nombre de fonctions utilitaires, genre remove, unique, etc., qui suppriment certains éléments selon certains critères. Alors, ce ne serait pas beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre avec des itérateurs et des erase. Enfin, reverse inverse le sens de la liste. Le premier élément devient le dernier et vice-versa. Les itérateurs qui sont fournis sur StandardsList, évidemment, sont des itérateurs bidirectionnels. C'est-à-dire qu'ils permettent d'avancer et de reculer, mais pas d'avoir un accès indexé, puisque l'accès indexé n'est pas possible sur une liste. Alors les fonctions possibles pour les faire bouger, il y a advance, qui avance de n positions. Alors n peut être positif ou négatif. Prev et next, qui ne modifie pas l'itérateur it, mais qui retourne un nouvel itérateur décalé de n par rapport à it. Alors, décalé de n, ça veut dire qu'il fait n fois passage au suivant. Et donc, tant advance que prev et next ont une complexité linéaire en le nombre n. Par défaut, n vaut 1. Enfin, on a une fonction de distance qui nous dit combien il y a d'éléments entre l'itérateur first et last, et qui également a besoin de parcourir la liste, donc a une complexité linéaire. Sinon, les itérateurs ont évidemment des opérateurs plus, moins, moins, d'égalité, de différence et le déréférencement avec l'étoile. Ces itérateurs, il faut se souvenir que ce qu'ils stockent, c'est un pointeur vers le maillon sur lequel ils itèrent. Donc, ils seront toujours valides tant que l'élément sur lequel ils itèrent est dans la liste. Éventuellement, par contre, ils vont bouger de position. Ils sont vraiment accrochés à l'élément sur lequel ils itèrent. Et donc, quand vous faites un splice ou un merge, ou éventuellement quand vous effacez ou vous insérez des éléments devant ou derrière, eh bien, ils vont plus être à la même position dans la liste. Par contre, ils seront toujours sur le même élément, tant que vous n'avez pas fait un plus, un moins ou un advance pour les faire bouger. Ce phénomène est illustré dans le code à droite, où vous commencez avec une liste de 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir l'itérateur i4 qui nous est renvoyé par la fonction find de algorithme, où on cherche l'élément 4. Alors il nous renvoie un itérateur sur le 4e élément. Et d'ailleurs, si on affiche la distance entre lbegin qui est le premier et i4 qui est le 4e, eh bien ça nous affiche 4. Ensuite, nous faisons un splice, c'est-à-dire que nous déplaçons. Alors le premier paramètre, c'est là où on doit le déplacer. Le deuxième, c'est la liste, d'où vient l'élément. Et le troisième, c'est un itérateur sur l'élément. Alors on peut déplacer un ou plusieurs. Si on passe qu'un seul itérateur, on ne déplace qu'un. Donc on va déplacer l'élément 4 en tête de liste. Et d'ailleurs, si on affiche derrière tous les éléments de la liste avec cette boucle for, eh bien on voit bien qu'on a 4, 1, 2, 3, 5, 6, puisqu'on a déplacé l'élément.
Ensuite, si on affiche la distance entre le premier élément et celui qui est itéré par i4, on voit qu'elle est bien maintenant 0. Ce qui veut dire que i4, alors on n'a pas touché à l'itérateur i4, hein, on a juste manipulé la liste, et i4 est resté accroché à l'élément 4. D'ailleurs, si on affiche son déréférencement, on voit qu'il est toujours sur 4. Par contre, maintenant, il s'est déplacé de position. Donc i4 avec le splice est resté accroché à son élément, et par contre a pu changer de position. C'est un comportement complètement différent de celui des itérateurs sur les vecteurs ou sur les arrays, puisqu'un itérateur sur un vecteur ou un array, ce qu'il stocke, c'est l'adresse mémoire, et donc il reste accroché à sa position, et pas du tout à l'élément dans lequel il est. Le quatrième conteneur qui nous intéresse, c'est Standard Forward List. Alors lui n'est disponible que depuis C++11, avant il ne l'était pas. Et Forward List met en œuvre une liste simplement enchaînée. Alors pourquoi Forward? Parce qu'on peut avancer vers l'avant, mais pas vers l'arrière, dans une liste simplement enchaînée. Alors c'est une structure de liste extrêmement légère, et notamment il n'y a pas d'attribut taille, donc vous ne pouvez pas connaître la taille d'un forward list, à moins de le parcourir entièrement. Donc on n'a vraiment qu'un seul pointeur stocké dans une forward list vide. C'est le conteneur de STL le plus léger, à part évidemment Standard Array qui ne stocke rien. Comme c'est une liste simplement enchaînée, on n'a pas d'accès aléatoire, on n'a pas d'itération vers l'arrière, non, décroissante. On n'a pas d'opération en fin de liste qui est disponible. Donc les expressions qui ne sont pas disponibles par rapport à standard list, mais ce sont toutes les opérations en fin de liste, donc pushback, pushback et back, tous les itérateurs inversés, rbegin, rn, crbegin, crend, la décrémentation des itérateurs, et puis la fonction size. L'interface de la forward list est assez différente de celui de la liste, et essentiellement, toutes les fonctions qui permettent d'insérer, supprimer ou splicer on s'appelle toujours quelque chose after, parce qu'il faut spécifier un itérateur sur l'élément précédent pour être capable de modifier, puisque pour modifier dans une liste simplement enchaînée, il faut pouvoir modifier le pointeur suivant de l'élément précédent, et la seule manière, c'est d'avoir un lien direct vers l'élément précédent. Et donc toutes ces fonctions reçoivent un itérateur sur l'élément précédent, celui qu'on doit réellement modifier. Donc le comportement est très différent de la liste simple, de la standard list qui est une liste double à cause de cela. Et cela veut dire que pour pouvoir traiter toute cette liste, comme nous l'avons vu quand nous avons vu les itérateurs sur les listes simplement enchaînées, il faut également avoir un itérateur sur before begin qui donc itère sur l'élément qui précède le premier. Alors cet itérateur, on ne peut pas le déréférencer, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de valeur stockée avant le premier élément. Par contre, c'est lui qu'on doit utiliser pour pouvoir manipuler le premier élément avec insert after, emplace after, erase after, splice after. Les itérateurs sur les forward lists sont donc des forward itérateurs, ce sont les itérateurs à peu près les moins puissants. Donc on n'a pas de décalage, pas d'accès indexé, pas de comparaison, pas de fonction prev, pas d'opérateur moins. Par contre, on pourra modifier un itérateur avec advance, on pourra recevoir un nouvel itérateur décalé par rapport à celui qu'on a passé en paramètre avec next, et on peut calculer la distance entre deux itérateurs. Il faut juste être sûr que first est bien devant last, sinon ça ne marchera pas. Toutes ces opérations, évidemment, sont proportionnelles à la valeur n de combien on veut faire avancer notre itérateur ou à la distance. Les seuls opérateurs qui sont fournis sont les opérateurs d'égalité, inégalité et le déréférencement. Comme pour la liste, ça stocke un pointeur vers le maillon itéré, et donc c'est accroché au maillon et pas à sa position dans la liste. C'est valide tant que l'élément est dans la liste. On ne peut pas invalider un itérateur sur une forward list sans supprimer l'élément vers lequel il pointe. Et comme pour une liste double, la position dans la liste, potentiellement, elle peut varier. Comme il est accroché à l'élément et pas à un emplacement mémoire, la position peut varier. Par contre, en général, comme l'interface de la forward list fonctionne avec des after, insert after, erase after, splice after, emplace after,
La plupart du temps, comme l'opération modifie l'élément qui suit l'itérateur qu'on a fourni, eh bien l'itérateur qu'on a fourni, lui, reste en place. Et donc, assez souvent, la position n'est pas affectée. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce qui se passe dans une forward list. Dans une liste, la position est toujours affectée parce que on manipule l'élément qu'on a reçu en paramètre. Mais dans une forward list, ce sera rarement affecté, mais c'est possible que ça le soit, parce qu'on manipule bien l'élément qui est après celui qu'on a passé en paramètre. Donc c'est plus compliqué conceptuellement, c'est plus difficile à faire. Pour illustrer ces différentes manières de fonctionner des itérateurs, nous allons essayer de mettre en œuvre la même fonction sur une standard list, une forward list et un tableau. Alors cette fonction, c'est une fonction supprimée qui reçoit donc un conteneur en paramètres, ici une standard list, et une valeur. Et chaque fois que cette valeur apparaît dans la liste, on va vouloir la supprimer. Alors le plus simple pour cela, c'est de le faire sur une standard list. Donc on a un itérateur it qui va aller de begin à end. Et dans cette liste qu'on parcourt, on va faire un test. Est-ce que quand on référence l'itérateur it, on tombe sur la valeur? Si oui, on l'efface. Et la fonction erase vous renvoie un itérateur sur l'élément qui vient après. Donc, quand on écrit it égale lerase de it, en fait, ça passe à l'itérateur suivant, à l'élément suivant dans la liste après avoir effacé. Et sinon, donc, on passe à l'élément suivant avec plus it. Donc ça, c'est vraiment la version la plus simple pour une liste doublement chaînée. Pour la liste simplement chaînée, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc maintenant, l'itérateur avec lequel on va parcourir la liste, c'est un itérateur qui est une position devant celui qu'on veut éventuellement effacer. Donc on l'appelle prec. Et ici, j'ai deux itérateurs. J'ai prec qui est donc une position devant, et puis j'ai it qui est l'élément courant. Et j'initialise prec avec before begin et it avec l'élément suivant. Donc next de prec, ou éventuellement ça pourrait être lbegin. On avance jusqu'à ce que l'itérateur sur l'élément courant atteigne end. Et essentiellement ce qu'on fait, c'est que on va avoir toujours l'itérateur it qui est le suivant du prec. Alors, quel test on fait? On fait toujours, on déréférence it pour voir s'il a la bonne valeur. S'il a la valeur qu'on veut supprimer, on utilise erase_after. Par contre, on n'a pas besoin de modifier prec. On vient de supprimer l'élément derrière prec. Il y a un nouvel élément derrière prec qu'on devra traiter. Et donc, si on fait lerase prec, on ne devra pas modifier prec. On modifiera it, qui sera de nouveau le suivant de prec. Ça reste la même chose. Sinon, on fait avancer prec d'une position. Enfin, il est tout aussi possible et relativement efficace de supprimer toutes les fois qu'on a une certaine valeur qui apparaît dans un standard vector, mais vous le savez sans doute, il faut alors parcourir avec deux itérateurs. Un itérateur qui va nous servir en lecture et un qui va nous servir en écriture. Alors je les ai appelés eWrite et eRead. Donc eRead nous permet de parcourir le tableau en écriture et eWrite va nous permettre de le parcourir en lecture. Et tous les deux sont initialisés au premier élément avec vBegin. Et on va parcourir avec notre boucle for tout le tableau avec eRead qui part de begin jusqu'à end en faisant plus. Et ici ce qu'on fait, c'est que à chaque fois on compare est-ce que c'est égal ou aussi différent, et on ne va faire quelque chose de spécial que quand c'est différent. Quand c'est différent, on va copier. Alors ici, en l'occurrence, on va déplacer parce que c'est a priori moins lourd et plus efficace. L'élément qui est pointé par eRead à l'emplacement qui est actuellement pointé par eWrite. Et donc, quand on fait ce déplacement, on va incrémenter eWrite. Et puis, si par contre, l'élément qu'on lit vaut val, on ne va pas écrire dans eWrite, on ne va pas incrémenter eWrite, et donc il reste simplement sur place. Le résultat à la fin, c'est que si on a supprimé des valeurs, eWrite n'a pas avancé autant que eRead. Et donc, il nous reste des emplacements qu'on ne va plus utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on finit par effacer de eWrite jusqu'à la fin. Alors, c'est sensiblement moins efficace de faire cet effacement sur un standard vector, puisque sur un standard vector, on va devoir
recopier ou déplacer tous les éléments qui sont différents que val. Et donc on a a priori beaucoup de... Si val est peu présent, on va avoir vraiment beaucoup d'opérations à faire, alors que dans une liste simplement chaînée ou doublement chaînée, on ne doit vraiment manipuler les choses que quand on rencontre une valeur val. Donc a priori moins souvent. Enfin, le dernier conteneur qui nous intéresse, c'est la DEC, Standard DEC. Donc c'est une Double-Ended Queue. Et elle étend les fonctionnalités de Standard Vector. Donc essentiellement, elle propose tout ce que Standard Vector propose, mais elle ajoute les éléments, enfin la manipulation en début de tableau. Donc push front, emplace front et pop front. Et puis évidemment, il n'y a pas de méthode capacity parce que ça n'a pas de sens pour une double-ended queue comme je vous l'ai présenté. Alors, en termes d'efficacité, c'est un tout petit peu plus lent qu'une standard vector pour l'accès, parce qu'on a ce double déréférencement. Il faut trouver quel est le chunk, et dans ce chunk, quelle est la position. Et puis, ces calculs d'indices sont un petit peu plus compliqués que sur un vecteur. Mais on a quand même des opérations qui sont efficaces, qui sont en O de 1. Les opérations au début sont beaucoup plus efficaces que sur un standard vector, puisqu'elles sont aussi en temps constant. Et par ailleurs, quand vous poussez régulièrement dans une deck, quand il faudra augmenter la capacité de la deck, parce qu'il faudra bien le faire, les réallocations seront plus efficaces, puisqu'elles sont en O de C plus N sur C plutôt qu'en O de N. Et donc, pour C bien choisi, ce sera plutôt plus efficace. Alors le code en dessous vous montre le choix qui est effectué par le compilateur LLVM pour la taille du bloc. Alors, donc le nombre d'éléments qu'on stocke dans un chunk, pour être plus précis. Et LMVM va faire un choix qui dépend de la taille des éléments que vous stockez. Alors, dans l'immense majorité des cas, la taille des éléments n'est pas énorme, et donc moins de 256 octets. Et dans ce cas-là, il va chercher à avoir une taille de chunk qui correspond à peu près à 4000 bytes. Et donc choisir un nombre d'éléments qui est de 4096 divisé par la taille des éléments. Donc si vous stockez des entiers, vous pourrez stocker 1024 entiers dans un chunk. Si vous stockez des doubles, vous pourrez en stocker 512. Et puis si par contre la taille des éléments que vous stockez est de plus que 256, alors dans ce cas-là, il va choisir d'en stocker 16 par chunk. Il faut noter que comme au minimum vous avez un chunk, utiliser une deck pour stocker un très petit nombre d'éléments, c'est vraiment très inefficace. Puisque au minimum vous allouez un chunk, et si vous allouez un chunk, vous allouez au minimum 4096 bytes. Donc c'est pas du tout approprié pour des structures où vous stockerez peu d'éléments. Ça nous amène à notre dernier slide qui compare les différents conteneurs en termes de mémoire d'une part et d'efficacité des différentes opérations. Alors ça nous permettra de choisir le conteneur qui est le plus approprié. Alors la première ligne c'est en termes de mémoire. Alors j'ai juste considéré la mémoire additionnelle par rapport au fait de stocker les éléments parce que tous les conteneurs évidemment doivent stocker les éléments. Alors pour cela, j'ai deux paramètres essentiels. T, qui est la taille de mes éléments en nombre de bytes, et P, qui est la taille des pointeurs sur la machine sur laquelle je travaille. Donc si vous travaillez sur une machine 64 bits, P vaudra 8 bytes. Alors la moins chère, c'est Standard Array, qui n'utilise aucune information supplémentaire par rapport aux éléments à stocker. Quand vous utilisez un vecteur, vous avez besoin essentiellement de 3 pointeurs. Donc le pointeur vers le début des données, puis taille et capacité. Et puis éventuellement, votre vecteur n'est pas plein. Et s'il n'est pas plein, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à autant d'emplacements vides que vous n'avez d'emplacements points. Si vous avez juste rempli un vecteur en faisant des pushbacks, et que vous venez avec le dernier pushback, vous avez doublé la capacité. Pour une forward list, vous avez besoin d'un pointeur vers le début de la liste et puis d'un pointeur par élément pour pointer vers l'élément suivant. Ça vous fait donc n plus 1 fois p pointeur pour stocker un élément. Une liste double, donc une standard list, vous avez besoin de 2 pointeurs par élément et puis de 3 pointeurs, un vers le début de la liste, un vers la fin de la liste
et un qui vous permet de stocker la taille de la liste. Enfin, pour la deck, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on avait besoin de 6 pointeurs, toujours. Et puis, en fonction du nombre d'éléments B qu'on stocke dans un chunk, on doit d'une part stocker les pointeurs vers tous les chunks. Alors ça, il y en a de l'ordre de n sur b. Donc on a de l'ordre de n sur b fois la taille d'un pointeur. Et puis on peut avoir de l'ordre de 1 ou 2 chunks qui ne sont pas entièrement remplis. Et donc de l'ordre de la taille du chunk qui est de b fois t, qui est la taille des éléments. Typiquement pour la LVMM, vous aurez donc de l'ordre de 4096 bytes d'office qui seront utilisés. Et donc la deck n'est pas du tout efficace pour stocker de petits nombres d'éléments. En termes de méthodes et d'opérateurs qui sont disponibles, alors l'accès indexé d'abord est évidemment disponible pour array, vector et deck, mais pas pour les listes. Les opérations en début de conteneur, donc push front, pop front, ne sont pas disponibles pour array. De manière générale, on ne peut ni insérer ni supprimer quoi que ce soit dans une array. Alors c'est possible dans vector, mais pas avec push front ni pop front. Il faut le faire explicitement avec insert de begin ou irs de begin, et c'est cher, c'est en O de n, mais c'est possible si vous en avez parfois besoin. Et puis par contre, vous avez ça de manière efficace avec forward list, list et deck. L'insertion en milieu, pas possible dans array, cher dans vector, très bon marché dans forward list et list, mais évidemment vous avez besoin de connaître l'élément devant lequel vous voulez insérer ou effacer. Et puis dans deck, c'est comme pour un vector, hein, c'est disponible mais c'est cher parce qu'il faut déplacer beaucoup. Et enfin, les opérations en fin. Alors dans une vector, c'est plutôt pas cher. En général, c'est constant, mais exceptionnellement, ça peut être plus cher. Dans forward list, c'est pas possible. Alors, techniquement, vous pouvez insérer à la fin, mais pour ça, il faut que vous connaissiez un itérateur sur le dernier élément pour pouvoir insérer derrière. Si vous n'avez pas d'itérateur sur le dernier élément, vous ne pouvez pas le faire. Dans une liste, c'est fourni d'office, pushback et popback. Et puis dans une deck, c'est pas très cher. La plupart du temps, ce sera en O de 1. Éventuellement, parfois, il faudrait réallouer, mais moins que dans un vector. Donc quand il faut réallouer, ce ne sera pas si cher que ça non plus. Voilà. Avec ce tableau, normalement, vous avez de quoi choisir les opérations. Il n'y a pas de solution universelle. Il n'y a pas de conteneur qui soit inconditionnellement meilleur que les autres, quelles que soient les opérations que vous voulez faire dessus. En fonction des algorithmes que vous voulez faire tourner, en fonction des opérations que vous avez besoin de faire pour manipuler vos données, l'un ou l'autre de ces conteneurs sera plus ou moins efficace. Et donc bien choisir en fonction de ce que vous devez faire avec vos données, c'est vraiment très important. Et c'est sans doute une des leçons les plus essentielles que vous devez retenir de ce cours d'ASD.